Hey, salut la gang, c'est JP pour l'école du jeu et aujourd'hui je vous propose la présentation de Hoplomachus Rise of Rome, deuxième édition, ce jeu de Chip Theory Games avec du matériel exceptionnel pour 1 à 2 joueurs. Oui, il est possible d'y jouer soit en solitaire et d'affronter l'un de ces vilains titans ou d'y jouer à 2 joueurs en mode de jeu affrontement joueur contre joueur. D'ailleurs, dans cette vidéo, je vous ferai un survol et non pas un approfondissement des règles, mais un survol pour ces deux types de jeux. Je vous invite d'ailleurs à consulter les marqueurs de temps qui sont dans la description sous la vidéo. Vous aurez donc les référents pour naviguer de façon plus efficace dans cette vidéo et d'aller directement au segment qui vous intéresse. L'école du jeu, en partenariat avec la boutique L'Imaginaire. Au-delà de vos attentes. Bienvenue dans l'arène d'Hoplomachus. L'objectif ultime de ce jeu est de tuer, d'anéantir, de détruire le champion de l'équipe adverse ou de la cité adverse. Nous avons déjà le jeu ici mis en place pour une partie à 2 joueurs en tête à tête. Nous avons ici les jetons orange qui incarnent la cité de Pompéi et de l'autre côté de l'arène, la cité de Rome incarnée par le joueur avec les jetons violets. Donc, comme je vous le disais, l'objectif ultime est de terrasser le champion de l'autre équipe. Ces champions commencent la partie avec 10 points de vie, mais commencent également du côté inactif. J'en profite pour vous préciser que ces jetons sont les jetons de luxe de Cloud Spire que j'ai décidé d'utiliser pour les besoins de cette vidéo. Donc ces champions sont inactifs, il y aura la possibilité de les activer en cours de partie, mais en début de partie, ils ne peuvent absolument rien faire si ce n'est que de subir du dégât. Comment est-ce qu'on va faire pour terrasser le champion de l'équipe adverse? Eh bien, ça m'amène à vous parler de la petite piste de points qui est juste ici. Donc, il n'y a pas de points de victoire. Il n'y a pas nécessairement d'argent ou de monnaie non plus. Par contre, en cours de partie, lorsque vos gladiateurs se déploieront sur l'arène et vont réussir à sonner de puissants coups à leur adversaire, à chaque fois que vous allez réussir à enlever un point de vie à un adversaire, la foule va crier votre nom et va scander donc en votre faveur. Donc, si l'équipe violette réussit à sonner un coup, infliger un point de dégâts à l'autre équipe, le joueur incarnant la cité de Rome pourra prendre son petit marqueur juste ici, choisir l'une des pistes qui est disponible et progresser d'un point sur la piste, d'un avancement sur la piste pour chaque point de dégâts qu'il a infligé. Éventuellement, lorsqu'il atteindra le dernier emplacement sur la piste, il va débloquer un puissant avantage pour lui. Le marqueur sera remis au départ et il pourra donc progresser dans d'autres directions. Par contre, la plupart du temps, il va également, par le fait même, donner un avantage à son adversaire. Mais ce n'est pas toujours le cas, il y a certaines exceptions. Maintenant, quelles sont les phases de jeu? La première phase de jeu, une fois que la mise en place est effectuée, eh bien, laissez-moi d'ailleurs vous parler un peu de la mise en place. Nous avons des unités ici qui sont déjà placées parce qu'ils ont été piochés à partir du sac dans lequel on retrouve toutes les autres unités auxquelles on pourrait avoir accès en cours de partie. Donc, ces unités ou ces tactiques, ces gladiateurs ont été piochés et ont été placés juste ici. En temps normal, elles le sont, mais face cachée, afin d'éviter que notre adversaire sache ce que nous avons en notre possession. Mais pour les besoins de la vidéo, je les ai mis visibles pour vous. Donc la première étape, imaginons qu'il s'agit des joueurs orange à commencer la partie, c'est la phase de déploiement. À ce moment, le joueur va choisir un gladiateur et ou une tactique. Laissez-moi vous donner un exemple. Nous avons juste ici un exemple de gladiateur avec ses statistiques, ses points de vie, sa portée pour ses attaques. Nous avons également son déplacement et sa portée pour infliger des tactiques ou pour infliger des malus à leur adversaire, ainsi que les dés qu'il pourrait utiliser pour son attaque et les habiletés auxquelles il a accès. Et nous avons également un jeton de tactique. Ces jetons sont souvent les avantages qui peuvent être accordés à des alliés ou des malus
forces qui peuvent être infligées à nos adversaires. Donc, la première phase, la phase de déploiement, je vais choisir l'un de ces gladiateurs et ou une tactique et je vais les mettre en jeu. Si je choisis un gladiateur, je peux très bien choisir celui-ci. Je vais alors lui mettre le nombre de points de vie qui est indiqué sur le jeton que je vais placer juste en dessous et je vais choisir un point de déploiement. Alors, ces 2 points juste ici, puisqu'ils sont juste à côté de mon côté de l'arène, ne sont accessibles que par moi. Par contre, ils sont très loin des adversaires, de mon adversaire. Donc, je pourrais décider de déployer mon gladiateur juste ici. Je n'ai pas accès aux 2 points de déploiement opposés. Par contre, je peux déployer mon unité dans n'importe quel hexagone du centre. Nous avons ici l'emplacement du Titan, alors pas de problème pour déployer une unité ici, pas de problème pour déployer également dans le centre les points centraux du plateau. Par contre, il y a certaines limitations. Toutes les unités qui se retrouvent dans ces 6 emplacements juste ici ne peuvent que se déplacer, ne peuvent pas utiliser leur habilité, ne peuvent pas attaquer non plus. Et concernant l'emplacement du Titan au centre, si un joueur commence son tour dans cet emplacement, il perd un point de vie. Alors, je pourrais très bien décider de déployer mon unité juste ici et décider de ne pas infliger de tactique pour l'instant. Si j'avais décidé de le faire, eh bien, j'aurais dû consulter la valeur de tactique de mon unité, regarder s'il y a une unité adverse à cette portée et j'aurais pu, adverse ou allié à cette portée, et j'aurais pu infliger la tactique à cette unité. Si elle était positive, j'aurais pu la donner à l'une de mes unités alliées, ou si elle était négative, à l'un de mes adversaires. La deuxième phase, une fois que le déploiement est effectué, c'est celle du mouvement. Alors, je vais pouvoir consulter ma valeur de mouvement qui est indiquée par l'emplacement vert, le petit pied sur mon unité, dans ce cas-ci 2. Par contre, lorsqu'une unité vient d'être déployée, elle ne peut pas se déplacer et elle ne peut pas non plus attaquer. Alors, en temps normal, ce que je ferais, c'est que je pourrais me déplacer jusqu'à 2 cases et j'essaierais probablement de sortir de cet emplacement parce qu'on ne peut pas attaquer au cours des cours subséquents. Mais présentement, je suis limité pour cette raison. La troisième phase est celle d'attaque. Alors, comme je vous l'ai dit, normalement, l'attaque n'a pas lieu puisque je viens de déployer l'unité. Par contre, en temps normal, si je suis en position de pouvoir attaquer un adversaire qui est soit adjacent à moi si ma portée est du corps à corps, ou si ma portée est de distance, je pourrais l'attaquer à distance sans problème. À ce moment, lorsque je suis à la phase d'attaque, imaginons que j'ai le droit, donc que je suis en position pour le faire et que je n'ai pas déployé l'unité dans le même tour, je vais lancer les dés qui sont illustrés juste ici. Dans ce cas-ci, il s'agit d'un dé de ces 3 couleurs, ou alors je pourrais utiliser mon attaque alternative qui est juste en dessous. Je devrais alors me référer aux différentes habilités qui sont disponibles ou qui existent dans ce jeu pour comprendre qu'est-ce que ça veut dire Whirlwind, qu'est-ce que ça veut dire Retaliate, qu'est-ce que ça veut dire Initiate. Donc, il y a tout ça à prendre en considération. Mais dans la période d'attaque, je déclare donc quelle de mes attaques je décide d'utiliser, l'attaque de base en lançant mes dés ou l'attaque secondaire en utilisant celle du bas. Si je décide d'utiliser l'attaque principale, je lance mes 3 dés. Je vais ensuite consulter le nombre de H que j'ai obtenu, H pour hit ou pour coup réussi. Le nombre de H obtenu, ça représente le nombre de points de dégâts que je réussis normalement à infliger. Évidemment, il y a toutes sortes d'habilités qui peuvent être déclenchées de la sorte. N'oublions pas que pour chaque point de vie qui ont été retranchés, la cité qui a réussi à infliger des dégâts va pouvoir avancer sur l'une des pistes. C'est comme ça donc on pourra débloquer de puissants avantages. Et là, toutes mes unités qui pourraient attaquer attaqueraient à ce moment. Et la quatrième et la dernière phase, c'est celle de pioche. Donc, j'ai ici 4 emplacements qui sont disponibles pour mes jetons. Je vais tout simplement les remplir. Alors, dans ce cas-ci, j'en piocherai un dernier
Alors voilà, ça c'est ma nouvelle unité. Normalement, comme je vous le disais, je garderai ça comme une information secrète. Et voilà, vous savez presque tout. Alors voilà, c'est vraiment un survol très rapide, mais par la suite, on aura toutes sortes de possibilités. On pourra débloquer de puissants avantages, on pourra débloquer ou activer éventuellement notre champion qui pourra lui se déplacer, qui est très puissant, qui a beaucoup de points de vie, qui a des habilités uniques également et différentes de nos adversaires. Alors, beaucoup de choses à prendre en considération, beaucoup de possibilités de personnaliser également notre civilisation avec l'arbre de points juste ici. Et finalement, au terme de la partie, on aura des unités qui vont tomber au combat, qui seront mises de côté et éventuellement, nous réussirons à infliger des points de dégâts à l'un des champions qui sont juste ici. Et lorsqu'un champion finalement tombe au combat, n'a plus aucun point de vie, eh bien l'équipe adverse est déclarée grand vainqueur. Concernant le mode de jeu en solitaire, vous devez savoir que le jeu de base propose 4 titans différents qu'il est possible d'affronter, chacun se jouant de façon totalement différente, mais également avec différents niveaux de difficulté. J'ai choisi Meneotius juste ici, qui est le titan d'introduction. Nous avons ses statistiques ainsi que les dés qu'il va lancer. Oui, il en lance beaucoup. On a des précisions sur certaines circonstances qui peuvent arriver et ainsi que des informations sur la mise en place. Et de l'autre côté de ce joli aide-mémoire, nous avons les informations, ou plutôt les actions qu'il peut effectuer lorsqu'il va lancer les dés. L'objectif du mode en solitaire sera donc de terrasser ce titan qui commence en plein centre de l'arène. Mais nous avons également quelques circonstances ou plutôt explications à donner. La mise en place se fait de façon un peu différente. Nous avons ici des jetons Foothold qui nous seront attribués lorsqu'on réussira à se rendre juste ici. Donc dans la version tête à 2 joueurs, lorsqu'on se rendait à un certain endroit, on donnait un avantage à l'autre équipe. Ici, nous allons débloquer l'habilité ou l'avantage, mais nous allons également récupérer le jeton. Et nous avons, lors de la mise en place, à piocher 6 mercenaires au hasard, mais également à choisir une tactique avec laquelle on voudrait jouer. Donc, tous les autres jetons seront mis de côté pour la partie. Nous allons lancer tous ces jetons dans notre sac. On aura évidemment notre champion qui sera sur le plateau de son côté inactif. Et en début de partie, lors de la mise en place, nous allons mettre en jeu juste ici les 4 jetons que nous aurons piochés. C'est-à-dire que pour l'ensemble de la partie, on aura seulement 7 déploiements possible. On a également autour de l'arène ces piliers qui sont composés dans ce cas-ci de 4 points de vie ainsi que d'une pierre précieuse, un cristal qui est présentement inactif. La mémoire qui est juste ici nous indique comment on peut interagir avec ces piliers et il nous est indiqué ici que Meneotius ne peut pas subir de dégâts tant que nous n'avons pas 3, je crois, récupéré 3 gemmes ou 3 cristaux et les avoir activés. Donc pour cela, on devra aller d'abord attaquer les piliers, puis récupérer le cristal sous une de nos unités, l'activer et par la suite, cette unité qui a le cristal activé pourra infliger ou essayer d'infliger du moins des dégâts au titan. Mais ce n'est pas tout parce que le titan, lui, à son tour, va lancer tous les dés et nous allons résoudre les informations qui sont ici. Par exemple, si le dé noir est un hit, eh bien, il va se déplacer. On va lancer le dé et selon la petite légende qui est juste ici, le titan va se déplacer dans cette direction. Si on a alors 2 hits bleus juste ici, c'est le spécial. Alors, le titan va effectuer une attaque spéciale. Donc, toutes les informations sont vraiment bien décrites sur cette aide-mémoire avec les différentes combinaisons qu'il est possible d'obtenir. Il y a des titans qui vont réussir à faire apparaître d'autres gladiateurs sur l'arène pour nous rendre la tâche encore plus difficile et sachez que ce n'est pas tâche facile que de vaincre ce fameux titan.
Et voilà pour Hoplomachus Rise of Rome. Je vous ai parlé du jeu de base. Sachez qu'il existe plusieurs extensions d'autres jeux de base qui nous permettent également de jouer en mode coopératif, qui peuvent nous permettre de jouer en 2 contre 2, qui peuvent nous permettre de jouer jusqu'à 4, qui ajoutent tout plein de titans, qui ajoutent des équipements, des nouveaux peuples qu'il est possible d'incarner, une tonne de choses. Donc si Hoplomachus est un jeu qui vous intéresse, je vous propose de fouiller et de vérifier quel genre de contenu supplémentaire Chip Theory Games nous propose. Je vous invite également à me laisser des commentaires sous la vidéo, un pouce vers le haut si vous avez bien apprécié ce survol, cette présentation du jeu, et pourquoi pas vous abonner à notre chaîne si ce n'est pas déjà fait. Moi je vous dis merci pour votre écoute et à la prochaine.